Il y a des habitudes que beaucoup de gens considèrent comme banales, des gestes du quotidien, des petits réflexes que l'on répète sans y penser, des comportements qu'on a vus à la maison, qu'on a copiés, qu'on a gardés et qu'on n'a jamais vraiment remis en question. Et pourtant, certaines de ces habitudes peuvent littéralement transformer votre maison, vos mains, vos objets et votre propre corps en véritables relais de microbes. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le danger tout de suite. On ne voit pas les bactéries, on ne voit pas les virus, on ne voit pas les champignons, on ne voit pas les micro-gouttelettes, les surfaces contaminées, les doigts qui transportent tout partout, les gestes qu'on croit propres mais qui, en réalité, multiplient les risques. Et c'est exactement pour cela que ces habitudes survivent si longtemps, parce qu'elles paraissent petites, parce qu'elles semblent sans conséquence, parce qu'on se dit « je l'ai toujours fait, ce n'est pas si grave, ça ne m'est jamais arrivé, je suis prudent, c'est juste une habitude ». Mais en matière d'infection, les problèmes commencent très souvent comme ça, par des gestes répétés, par de mauvaises chaînes de contamination, par un manque de conscience, par un environnement qu'on croit propre alors qu'on l'a déjà souillé sans s'en rendre compte. Le texte de départ est très direct. Il vient d'un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui explique avoir vu des infections sévères dans pratiquement toutes les parties du corps et insiste sur une idée forte. Beaucoup de situations graves sont en réalité évitables. Il annonce ensuite 5 habitudes très fréquentes qui peuvent vous rendre malade, vous, mais aussi les autres autour de vous. Et c'est cette idée qui mérite toute notre attention. Parce qu'au fond, l'hygiène n'est pas seulement une affaire de propreté visible, c'est une affaire de chaîne de transmission, de logique, de conscience, de prévention. Autrement dit, le vrai problème n'est pas seulement ce qui est sale. Le vrai problème, c'est ce qui circule, les doigts, les surfaces, les poignées, les téléphones, les muqueuses, les aliments crus, les objets qu'on touche puis qu'on repose, les petits gestes qu'on répète sans réaliser qu'ils transportent des microbes d'un endroit à l'autre. Alors aujourd'hui, on va reprendre ces 5 habitudes, une par une, les expliquer clairement, les approfondir, montrer pourquoi elles posent problème et surtout ce qu'il faut faire à la place. Pas pour vous faire peur, mais pour vous rendre plus lucide. Parce que dans beaucoup de cas, éviter une infection sérieuse ne commence pas avec un médicament. Cela commence par arrêter de faire certaines choses absurdes que beaucoup de gens considèrent encore comme normales. Commençons par une habitude très fréquente dans de nombreuses cuisines, la mauvaise manipulation du poulet cru. Le texte source dit quelque chose de très fort dès le départ. Le simple fait de consommer du poulet s'accompagne de certains risques infectieux, et il avance même que les personnes qui mangent du poulet présentent davantage d'infections urinaires résistantes aux antibiotiques. Il ajoute qu'on n'a même pas forcément besoin d'en manger pour s'exposer. Le simple fait de ramener du poulet à la maison peut suffire à introduire un risque, notamment à cause de sa préparation. Voilà le cœur du problème. Ce n'est pas seulement la cuisson qui compte, c'est tout ce qui se passe avant. Beaucoup de gens pensent que le danger, c'est seulement de manger du poulet insuffisamment cuit. Bien sûr, c'est un vrai problème. Mais le texte insiste sur autre chose. Dans la vie réelle, beaucoup de contaminations surviennent surtout au moment de la préparation. Et c'est logique. Le poulet cru n'est pas un aliment neutre. Il peut transporter une charge microbienne importante. Et si vous le manipulez mal, vous ne contaminez pas seulement la planche à découper, vous contaminez votre évier, le robinet, le plan de travail, le torchon, les poignées de porte, les placards, les ustensiles, la vaisselle, peut-être même vos vêtements. Le texte décrit une scène très parlante, une cuisine où l'on lave la viande, où les jus éclaboussent, où les morceaux volent et où la contamination peut s'étendre à une quantité énorme de surface. Il explique aussi que laver le poulet dans l'évier revient pratiquement à transformer cet évier en un endroit encore plus souillé,
et rappelle que des dizaines de millions de personnes attrapent chaque année des maladies d'origine alimentaire. Et là, il faut vraiment comprendre quelque chose d'essentiel. Quand vous rincez du poulet cru sous l'eau, vous ne le purifiez pas. Vous dispersez surtout ce qu'il transporte. L'eau projette des micro-éclaboussures. Ces éclaboussures vont partout. Et comme elles sont invisibles, vous avez l'impression que tout va bien. Mais le problème, c'est que votre cuisine peut être contaminée sans avoir l'air sale. C'est précisément cela, le piège des microbes. Ils n'ont pas besoin d'un effet dramatique, ils ont juste besoin d'un transfert. Le texte rappelle aussi que les maladies d'origine alimentaire ne se limitent pas toujours à un épisode digestif bref. Il indique qu'une partie des personnes atteintes peuvent ensuite garder des symptômes digestifs récurrents, voire développer d'autres complications comme de l'arthrite. Il cite aussi l'exemple de Typhoid Mary et rappelle que certaines infections alimentaires, comme la salmonelle, ne sont pas toujours anodines. Ce que cela doit vous apprendre, c'est que la cuisine n'est pas un espace où l'on peut improviser avec la viande crue. Préparer un aliment cru contaminable demande une logique simple: séparer, protéger, nettoyer, désinfecter et éviter les gestes inutiles. Le texte propose plusieurs principes très pratiques. Travailler si possible dans un espace extérieur ou plus facile à contenir. Dégager le plan de travail. Protéger les surfaces. Utiliser des contenants adaptés au lavage ou à la chaleur. Porter des gants si nécessaire. Et désinfecter l'environnement après préparation, notamment avec de l'alcool ou un désinfectant approprié. Il insiste aussi sur le rôle central des mains, qui deviennent facilement des vecteurs de contamination. Et cela nous ramène à une vérité très simple. Une cuisine propre ne dépend pas seulement de ce que vous cuisinez, elle dépend surtout de ce que vous répandez. Le vrai réflexe intelligent, ce n'est donc pas de laver la viande au hasard, c'est d'éviter les éclaboussures, de limiter les contacts, de bien cuire, puis de nettoyer sérieusement tout ce qui a été exposé. Parce qu'une contamination alimentaire, ce n'est pas forcément spectaculaire au départ. Souvent, c'est juste un mauvais geste, puis un oubli, puis une poignée touchée, puis un objet repris, puis une bouche touchée plus tard, et tout est déjà lancé. La deuxième habitude est extrêmement moderne, extrêmement répandue et extrêmement sous-estimée: prendre son téléphone aux toilettes. Le texte pose la question franchement: est-ce que vous emmenez votre téléphone dans la salle de bain ? Et il rappelle que cette pratique est très fréquente. Il affirme aussi qu'un téléphone non nettoyé peut transporter bien plus de bactéries, de champignons et de virus que la lunette d'un toilette, et critique en particulier l'habitude de le porter ensuite près de la bouche. Pourquoi cette habitude est-elle si problématique ? Parce qu'elle combine plusieurs erreurs en même temps. D'abord, vous introduisez un objet extrêmement manipulé dans un lieu de contamination. Ensuite, vous le reprenez sans le nettoyer. Puis vous le transportez partout. Et enfin, vous continuez à le toucher toute la journée. Autrement dit, votre téléphone devient une extension de votre main, mais aussi un dépôt mobile pour tout ce qu'il a croisé. Et le plus absurde dans tout cela, c'est que beaucoup de gens font très attention à certaines surfaces visibles, mais traitent leur téléphone comme s'il était naturellement propre. Or, il ne l'est pas. Vous le posez partout, vous le touchez dehors, vous le reprenez en mangeant, vous le posez sur la table, vous le manipulez après avoir ouvert des portes, pris les transports, touché des objets publics. Puis, vous l'amenez en plus aux toilettes. Le texte évoque aussi le phénomène du panache d'aérosols des toilettes quand on tire la chasse sans fermer le couvercle, et insiste sur le caractère profondément dégoûtant du fait de faire défiler son téléphone ensuite pendant un repas. Il ajoute que l'autrice, en tant que médecin, nettoie fréquemment son téléphone dans la journée, justement parce qu'elle le manipule constamment. Le message ici est très fort. Votre téléphone n'est pas un objet propre. C'est un objet fréquemment contaminé. Et plus vous le touchez, plus il devient un intermédiaire entre vos mains, votre visage, votre bouche, votre table,
vos draps, votre voiture, votre cuisine et parfois vos toilettes. Alors, quel est le vrai problème ? Le vrai problème n'est pas seulement le téléphone dans la salle de bain. Le vrai problème, c'est le téléphone jamais nettoyé, toujours manipulé, toujours déplacé et ensuite rapproché du visage, parfois même de la bouche. C'est pour cela que le bon réflexe n'est pas juste d'être choqué. Le bon réflexe, c'est de changer vos habitudes. Ne pas l'emmener inutilement aux toilettes, éviter de le poser n'importe où, éviter de le manipuler en mangeant et surtout le nettoyer régulièrement. Parce qu'au fond, ce n'est pas un détail. C'est un objet que vous portez partout et qui vous suit partout. Et si vous n'intégrez pas cela dans votre hygiène quotidienne, vous laissez entrer un vecteur sale dans presque toutes les zones de votre vie. La troisième habitude est souvent minimisée, parce qu'elle semble presque inoffensive, se ronger les ongles. Le texte source dit clairement que les doigts et les ongles contiennent énormément de microbes et que le fait de se ronger les ongles favorise un échange très problématique entre les germes présents sur les mains et ceux présents autour de la bouche. Il mentionne aussi le streptocoque, l'herpès, la grippe et d'autres agents potentiellement transmis dans ces va-et-vient permanents entre doigts et bouche. C'est une habitude très fréquente, souvent liée au stress, à l'ennui, à l'anxiété ou à l'automatisme. Beaucoup de gens ne la voient même plus. Ils la font sans y penser. Mais biologiquement, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en vous rongeant les ongles, vous faites 3 choses à la fois. Vous prenez des microbes présents sur vos mains et vous les mettez dans votre bouche. Vous exposez vos doigts aux microbes présents autour de votre bouche. Et vous abîmez en plus la peau et l'ongle, ce qui affaiblit une barrière naturelle de protection. Le texte insiste aussi sur les faux ongles ou les ongles plus longs, qui retiennent davantage de saleté et peuvent aggraver le problème. Il ajoute qu'une atteinte du lit inguéal peut parfois laisser des séquelles importantes sur la repousse de l'ongle. Là encore, il faut voir plus loin que le geste. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude esthétique, c'est une habitude de transfert microbien. Et tout ce qui multiplie ces transferts augmente inutilement le risque infectieux. Le corps a des barrières. La peau en est une, les muqueuses en sont une autre. Les ongles et leur environnement constituent aussi un petit système de protection. Mais quand vous mordez, arrachez, déchirez, grattez et humidifiez sans cesse cette zone, vous affaiblissez cette frontière. Et un organisme affaibli sur ces barrières locales devient plus vulnérable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une infection ne commence pas toujours par quelque chose d'extraordinaire. Parfois, elle commence juste par une porte d'entrée inutile. Une petite peau arrachée, un coin d'ongle blessé, une main sale portée à la bouche, un automatisme répété des dizaines de fois par jour. Et progressivement, le terrain se met en place. Arrêter de se ronger les ongles, ce n'est donc pas seulement une question de présentation ou de nervosité. C'est aussi une vraie mesure d'hygiène. Parce qu'au fond, plus vous portez vos mains à la bouche, plus vous raccourcissez la distance entre le monde contaminé et votre organisme. La 4e habitude du texte est une autre pratique très banalisée, se curer le nez. Le contenu original en parle de manière très directe. Il explique que ce geste pousse de la saleté à l'intérieur, abîme la muqueuse nasale, empêche certaines petites lésions de cicatriser correctement et augmente les risques infectieux. Il mentionne aussi la possibilité de transporter vers soi-même ou vers les autres certains germes, notamment lorsqu'on éternue ou qu'on touche ensuite d'autres parties du corps ou d'autres personnes. Pourquoi ce geste est-il si mauvais ? Parce que le nez n'est pas un simple trou qu'on gratte sans conséquence. C'est une muqueuse, une zone sensible, un lieu de filtration, d'humidification, de défense. Et comme toutes les muqueuses, elle peut être blessée plus facilement qu'on ne le croit. Lorsque vous vous curez le nez, vous irritez la paroi, vous pouvez provoquer de petites lésions,
vous empêchez certaines croûtes de se résorber naturellement et vous introduisez ou redistribuez des microbes avec vos doigts. Le texte ajoute aussi une observation très concrète. Cette habitude est très répandue, bien plus qu'on ne le reconnaît en public. Mais ce n'est pas parce qu'une habitude est répandue qu'elle devient intelligente. Il y a ici une leçon très simple. Le fait qu'un geste soit fréquent ne le rend pas propre, il le rend juste fréquent. Et quand ce geste implique les doigts, une muqueuse fragile, des microbes transportés, puis parfois un partage involontaire avec d'autres surfaces ou d'autres personnes, alors oui, le risque augmente. Le texte propose d'ailleurs une idée plus raisonnable lorsque le nez est sec. Ne pas l'agresser, mais l'humidifier. Il cite la vapeur, la douche chaude, l'humidificateur, ou encore un tout petit peu de gelée de pétrole appliqué prudemment à l'entrée des narines. Cette recommandation révèle une idée très utile. Beaucoup de mauvaises habitudes naissent d'un vrai inconfort mal géré. Le nez est sec, alors on gratte. L'oreille gêne, alors on enfonce un coton-tige. Les mains sont occupées, alors on mord les ongles. Le téléphone suit partout, alors on le prend aux toilettes. Mais le bon réflexe n'est pas de répondre à l'inconfort par un mauvais geste. Le bon réflexe est de traiter la cause du malaise sans créer un nouveau problème. Dans le cas du nez, cela veut dire humidifier plutôt qu'arracher, adoucir plutôt qu'abîmer, laisser cicatriser plutôt que réouvrir. Parce qu'au final, chaque fois que vous transformez une zone fragile en zone irritée, vous créez un terrain plus vulnérable. 5e habitude, les cotons-tiges dans les oreilles. C'est probablement l'une des habitudes les plus classiques, les plus normales en apparence, et pourtant l'une des plus absurdes quand on comprend le fonctionnement réel de l'oreille. Le texte source est très clair. Le cérumen est censé être là. Il ne faut pas mettre de bâtonnet ni de coton-tige dans l'oreille pour l'enlever. Il explique que le conduit auditif est très fragile, que son irritation peut entraîner une inflammation, qu'un gonflement peut piéger du pus et que dans les cas graves, un coton-tige peut même abîmer le tympan avec risque de perte auditive durable et de troubles de l'équilibre. Et cela va à l'encontre de ce que beaucoup de gens croient. Beaucoup pensent « j'enlève ce qui est sale », mais en réalité, ils déplacent souvent le cérumen au lieu de l'enlever. Ils l'enfoncent, ils irritent, ils grattent, ils blessent, et parfois ils créent exactement le problème qu'ils voulaient éviter. Il faut bien comprendre ceci, le cérumen n'est pas une erreur du corps, c'est une substance utile, il protège, il piège certaines particules, il participe à l'équilibre local du conduit auditif. Le problème commence quand on veut une oreille parfaitement vide, au mépris de sa physiologie réelle. Et c'est souvent comme ça que les mauvaises habitudes s'installent. On veut trop nettoyer, on veut trop intervenir, on veut forcer un résultat, et on finit par perturber un système qui savait déjà se gérer. Le texte recommande, en l'absence de tympan perforé, d'utiliser plutôt un produit dissolvant pour le cérumen vendu en pharmacie, avec quelques gouttes, la tête inclinée, éventuellement un petit coton à l'entrée, puis une répétition 2 fois par jour sur quelques jours. Il précise aussi qu'en cas de douleur ou de perte d'audition, il faut arrêter et consulter. Ce point est très important, parce que beaucoup de gens confondent entretien et agression. Nettoyer intelligemment, ce n'est pas introduire des objets rigides dans un conduit minuscule et sensible. C'est respecter l'anatomie, utiliser les bons produits et savoir quand ne pas intervenir. L'oreille n'est pas un endroit où l'on bricole. Et si quelque chose gêne, mieux vaut une approche appropriée qu'un réflexe agressif qui risque d'empirer la situation. Maintenant qu'on a passé ces 5 habitudes en revue, il faut prendre un peu de recul. Quel est le point commun entre le poulet cru mal manipulé, le téléphone dans les toilettes, les ongles rongés, le nez gratté et les cotons-tiges dans les oreilles? Le point commun, ce n'est pas seulement l'hygiène. Le vrai point commun,
c'est le manque de conscience des voies d'entrée et de transmission. Dans chaque cas, on retrouve toujours la même logique, un objet ou une substance potentiellement contaminée, un geste banal, une zone sensible du corps ou une surface de vie quotidienne, une mauvaise habitude répétée et une contamination qui devient possible. Ce que le texte veut faire comprendre, ce n'est pas simplement « ceci est sale ». Ce qu'il veut faire comprendre, c'est « certains gestes ouvrent inutilement la porte ». Et la prévention commence précisément là, pas dans la peur, pas dans l'obsession, mais dans l'intelligence du geste. Laver ce qui doit être lavé, désinfecter ce qui doit être désinfecté, ne pas transporter partout ce qui a été exposé, éviter de toucher ces muqueuses sans raison, éviter d'introduire des objets dans des zones fragiles, et arrêter de croire qu'une habitude ancienne ou fréquente est automatiquement une bonne habitude. Car le vrai danger de ces comportements, c'est qu'ils sont souvent invisibles dans leurs conséquences immédiates. Vous ne tombez pas malade à chaque fois, donc vous continuez. Vous ne voyez pas tout de suite la contamination, donc vous banalisez. Vous n'avez pas encore payé le prix, donc vous vous croyez protégé. Mais ce n'est pas parce qu'un risque ne se matérialise pas immédiatement qu'il n'existe pas. Et en santé, les bons réflexes ne servent pas seulement à réparer les dégâts, ils servent à éviter de créer les conditions du problème. Au fond, cette vidéo parle d'une vérité très simple. Beaucoup d'infections sérieuses commencent par des gestes stupides que l'on trouve normaux. Pas forcément par négligence totale, souvent par habitude, par imitation, par automatisme, par ignorance du mécanisme réel. Le texte d'origine vient précisément casser cette ignorance. Il rappelle que des situations graves et douloureuses existent, qu'elles touchent toutes sortes de parties du corps, et qu'une part importante de ces drames est évitable si l'on arrête certaines habitudes courantes. Les 5 exemples centraux sont très clairs. La mauvaise préparation du poulet cru, le téléphone aux toilettes, le rongement des ongles, le fait de se curer le nez, et l'usage des cotons-tiges dans les oreilles. Alors, s'il fallait résumer tout cela en une seule phrase, ce serait celle-ci. La prévention des infections ne commence pas seulement dans le cabinet médical, elle commence dans vos gestes les plus ordinaires, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans vos mains, dans ce que vous touchez, dans ce que vous portez à votre bouche, dans la manière dont vous traitez les zones fragiles de votre corps. Et c'est pour cela que ce sujet est si important. Parce que la santé n'est pas seulement faite de grands choix, elle est aussi faite de petits réflexes. Et parfois, arrêter un geste idiot vaut mieux qu'ajouter un nouveau produit, un nouveau remède ou une nouvelle promesse miracle.